Alors le glaucome, on a toujours été beaucoup aidé par l'imagerie dans ce qu'on sait du glaucome. Au début, le glaucome, ce qu'on en savait, c'est que c'était d'avoir un œil glauque. On avait une hypertonie oculaire, glauque c'est une couleur. Et finalement, plus le temps passe, plus les techniques d'imagerie s'améliorent. Et on sait que le glaucome est une anomalie du nerf optique que depuis les années 1850 finalement. C'est l'époque à laquelle on a inventé l'ophtalmoscope. On a commencé à se rendre compte que le glaucome était une maladie du nerf optique. Et puis les techniques d'imagerie arrivent. Et ça fait maintenant une vingtaine d'années qu'on a les OCT, avec au début les OCT 1 et 2, qui étaient un petit peu sommaires, et puis l'OCT Stratus 2002. Il y a 10 ans maintenant, les premiers OCT en spectral domaine. Et puis, plus le temps passe, plus on arrive à avoir des OCT qui permettent d'analyser des choses plus profondes, et notamment la lame criblée, grâce à des longueurs d'onde qui sont plus importantes. On a maintenant des OCT swab source, des EDI-OCT qui nous permettent d'aller plus profondément dans les tissus et d'analyser cette structure qui est capitale dans le glaucome, la lame criblée. Elle est capitale parce que c'est au niveau de la lame criblée que commence le glaucome. Et vous voyez ici sur cette OCT swab source, on voit très bien la face antérieure ici de la lame criblée. On voit que par contre la face postérieure est plus difficile à identifier. On voit très bien ici le tissu prélaminaire et puis l'ouverture de la membrane de Bruch et nos axones des cellules ganglionnaires qui fusent vers le nerf optique. Alors quand on s'intéresse à cette lame criblée, on s'intéresse au gradient de pression translaminaire. Ça, c'est une notion qui est déjà plus récente. Le gradient de pression translaminaire, d'un point de vue assez basique, c'est une formule assez simpliste qui oppose la pression intraoculaire qui appuie entre guillemets sur cette lame criblée. Et de l'autre côté, on a la pression du liquide céphalorachidien, c'est-à-dire que tout autour de notre nerf optique, on a ici les espaces sous-arachnoïdiens qui sont remplis de liquide céphalorachidien. Et ce liquide céphalorachidien, il va contrebalancer, entre guillemets, cette pression intraoculaire qui appuie sur la lame criblée. Avec un paramètre dont on ne parle pas ici, mais qui est très important aussi, c'est la rigidité sclérale autour de la lame criblée, qui limite ou qui, au contraire, favorise l'expansion latérale de la lame criblée quand on a un stress. Donc ce gradient de pression translaminaire, c'est assez simple, c'est la PIO moins la pression du liquide céphalorachidien. Et le glaucome est associé à une élévation du gradient de pression translaminaire. Alors, bien sûr, généralement, elle est liée à une élévation de la PIO qui comprime les lamelles de collagène de la lame criblée. Mais il y a une théorie un petit peu plus récente maintenant, qui a une dizaine d'années, théorie de Jonas, de Berdal, de Rennes, qui dit que le glaucome serait peut-être aussi lié à une hypotonie du liquide céphalorachidien. Et vous voyez ces papiers. Il y en a eu énormément depuis, mais j'ai représenté ici un des papiers les premiers papiers qui montrent effectivement que la pression du liquide céphalorachidien est plus basse quand on a un glaucome et elle est plus basse encore quand on a un glaucome à tension normale. Et de ce fait, le gradient de pression translaminaire est plus élevé chez les patients glaucomateux. Alors, ce concept est malgré tout encore très controversé. Et vous savez qu'il y a eu à Seattle la semaine dernière la conférence de consensus sur le diagnostic du glaucome. Et dans le statement numéro 16, on voit que le gradient de pression translaminaire participe très certainement à l'arrivée du glaucome, mais par contre, le concept de l'hypotonie de liquide céphalorachidien reste encore très controversé. Alors cette longue introduction pour vous présenter brièvement notre étude, et je remercie Philippe Denis, Alain Bron et Eric Selem de m'avoir aidé dans ce travail. Alors l'idée, c'était qu'on voulait voir ce qui se passait au niveau de la lame criblée quand on induisait une hypotension aiguë du liquide céphalorachidien par le biais d'une ponction lombaire chez des patients strictement sains. Et ce qu'on s'attendait à trouver, c'était un recul de la lame criblée et un stretching latéral de l'ouverture de la membrane de Bruch. Donc on a analysé 16 yeux de 8 patients, autant d'hommes que de femmes, à un âge moyen de 50 ans, et ils ne devaient pas avoir d'œdème papillaire, ils devaient avoir un examen strictement normal. Tous ces patients ont bénéficié d'une ponction lombaire diagnostique avec des volumes qui ne sont pas très importants, vous le voyez, entre 1 et 2 millilitres et demi. Et surtout, là, c'est important, on n'a pas fait de manométrie, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas la pression d'ouverture et on ne connaît pas la pression après la ponction lombaire. Tout simplement parce que pour faire une manométrie, il faut être allongé. Donc pour faire un OCT, ce n'est pas évident et d'un point de vue éthique, ça rallonge le temps, c'est source de douleur, etc. Et on a donc fait un OCT de la tête du nerf optique et de la lame criblée en regardant s'il y avait une modification de ces facteurs. Et surprise, ou déception, je ne sais pas, rien ne bouge. À 5 minutes, à 1 heure et à 6 heures après la ponction lombaire, l'ensemble de ces structures ne bouge absolument pas. Alors pourquoi ? On a 3 hypothèses principales. La première, bien sûr, est-ce que le volume de notre échantillon est suffisant ? Peut-être que l'hypotonie du liquide céphalorachidien n'est pas aussi importante que ça, on n'a pas de manométrie pour le prouver. Mais cela dit, il y a plusieurs études qui ont montré en IRM qu'après une ponction lombaire, même de faible quantité, on a un hypersignal des méninges qui signe l'hypotonie du liquide céphalorachidien. Donc on sait qu'il y a une hypotonie, mais de combien est-elle ? On ne sait pas exactement.
Et si on regarde ce qui se passe quand on fait varier le gradient de pression translaminaire de façon aiguë en élevant la pression oculaire, quand on élève la pression de 45 mm de mercure chez les animaux, la lame criblée descend. Mais par contre, chez des humains, quand on a des variations qui sont moins importantes, il ne se passe rien du tout. Donc peut-être que pour des petites fluctuations de la pression du liquide céphalorachidien, la lame criblée ne bouge pas. Et cela est peut-être également lié au fait que la rigidité des tissus fait que pour des petites variations, la lame criblée ne bouge pas. Et ça serait peut-être intéressant de refaire cette étude chez des jeunes pour voir ce qui se passe. Et puis, dernière hypothèse qui est peut-être la plus intéressante, je pense, vous savez qu'il y a 10 ans maintenant, Killer a démontré qu'il y avait en fait un système de compartimentalisation autour du nerf optique. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez ici dans l'espace sous-arachnoïdien, on a des septa et des trabécules qui rendent ce compartiment complètement étanche. Un peu comme l'onduleur de l'électricité pour éviter d'abîmer votre ordinateur quand il y a des fluctuations de variation. Là, c'est un petit peu pareil. Et vous voyez ce papier qui est tout à fait récent, de Hu, qui montre en fait que chez l'animal, quand on fait varier ici la pression du liquide céphalorachidien, et bien finalement, autour du nerf optique, la pression diminue peu. Alors en conclusion, aujourd'hui on a la capacité de visualiser cette lame criblée. Le rôle de l'hypotonie du liquide céphalorachidien reste encore très controversé, mais dans cette série on a le sentiment que des petites fluctuations de la pression ne modifient pas la lame criblée. Voilà, je vous remercie pour votre attention.